Alors bonjour à tous et à toutes. Pour continuer ce topo, je vais vous parler du contrôle ciblé de la température après arrêt cardiaque. Donc je suis Mélissa Jézéquel, je suis infirmière en médecine intensive réanimation à l'hôpital Cochin. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc pour quelques rappels, je vais reprendre quelques diapos qui ont été mises par le professeur Cariou. Donc pour quelques rappels, il y a environ 40 000 arrêts cardio-respiratoires par an en France. 60% d'entre eux bénéficient d'une réanimation cardio-pulmonaire et seulement 15 à 20% de ces patients ont un retour à une activité circulatoire systémique en période préhospitalière. Ces patients-là vont être admis en réanimation et on sait que seulement 8 à 9% de ces patients survivent, avec 7% qui ont un score CPC à 1 ou 2. Le score CPC, c'est les performances neurologiques des patients. Donc 1 ou 2, c'est des patients qui vont avoir une récupération complète ou avec quelques séquelles neurologiques. Et donc ça va jusqu'à 5, et 5, c'est le décès du patient. Donc on peut quand même se poser des questions sur le long terme, parce qu'on sait très bien qu'en post-arrêt cardiaque, les patients sont souvent en choc avec des défaillances d'organes, et bien souvent, ils ont également des lésions cérébrales post-anoxiques. Donc je reprends une deuxième diaporama du professeur Cariou. Je vais vous parler de la mortalité en soins intensifs après arrêt cardiaque. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir en gris les décès qui sont de cause cardiaque et en noir les décès qui sont de cause neurologique. Donc on voit bien que sur les trois premiers jours, les patients vont décéder majoritairement de cause cardiaque. Et dès le 4e jour, la tendance, elle s'inverse complètement avec des décès qui vont être principalement de cause neurologique. Donc on sait que l'arrêt cardio-respiratoire, ça va entraîner des lésions cérébrales primaires. Tout ça, ça va dépendre du no-flow et du low-flow du patient. Donc pour rappel, j'imagine que vous le savez, mais le no-flow, c'est la période sans réanimation. Et le low-flow, ça va être la période de massage cardiaque jusqu'à un retour à une activité circulatoire systémique. Tout ça, ça va entraîner des lésions de reperfusion, que ce soit au niveau tissulaire ou au niveau cellulaire. Et donc notre rôle à nous, en tant qu'infirmiers, ça va être de lutter contre les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Tout ça pourquoi ? Parce que notre but, ça va être d'éviter les lésions cérébrales secondaires et donc les lésions cérébrales définitives. Donc pour ça, il va falloir prévenir les axoses. Donc comme je vous disais, la prévention des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc tout d'abord la natrémie, parce qu'on sait très bien qu'une variation de natrémie, ça va être très déficitaire pour le patient. On va également prévenir la capnie des patients, parce qu'une hypercapnie, ça va entraîner une pression intracrânienne, et une hypocapnie, ça va entraîner des lésions au niveau cérébral. La glycémie également, parce que le cerveau a besoin d'énormément de sucre pour pouvoir fonctionner. Une oxygénation, parce que le cerveau il a besoin de sucre, mais il a besoin aussi d'oxygène. Et une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. Et enfin, il va falloir également lutter contre l'hyperthermie. Alors pourquoi lutter contre l'hyperthermie ? Tout simplement parce que notre but, ça va être d'empêcher la fièvre, parce que la fièvre, ça va entraîner une excitation neuronale, ça va entraîner une production de radicaux libres, une augmentation des besoins métaboliques, une augmentation de l'inflammation et une augmentation de la pression intracrânienne. Tout ça, ça va entraîner une aggravation des lésions cérébrales. Donc notre but, ça va être vraiment de lutter contre tout ça. Donc l'hypothermie, ça a plusieurs bénéfices. Tout d'abord, ça va permettre d'avoir une protection neuronale par une inhibition de la cascade neuroexcitatrice. Ça va diminuer la réponse immunitaire et inflammatoire en réduisant la production de radicaux libres, en baissant la perméabilité capillaire et en diminuant les phénomènes de thermopooling qu'on peut également appeler l'hyperthermie réactionnelle délétère. Ça va également baisser les médiateurs pro-inflammatoires. Donc il y a eu plusieurs études de référence. Depuis une vingtaine d'années, on se concentre sur la température des patients. Et donc sur ce graphique, vous pouvez voir donc en rouge l'hypothermie et en blanc la normothermie des patients. Et donc on voit bien que ce soit sur l'étude européenne ou l'étude australienne, on voit bien que l'hypothermie est quand même bien améliorative pour nos patients avec un CPC à 1 ou 2 qui est au-delà de 40% dans les deux études, alors que pour la normothermie, ça a du mal à dépasser la 20% pour l'étude australienne et environ 35% pour l'étude européenne. Donc à la suite de ça, en 2013, a été réalisée l'étude TTM. Je pense que certains d'entre vous ont dû participer à cette étude. Donc c'est Target Temperature Management. En fait, le but, c'était de comparer deux cohortes de patients, donc des patients à 33 degrés versus des patients à 36 degrés après arrêt cardiaque. Et donc, en fait, les résultats de cette étude n'ont pas été très concluants, puisque ça nous a permis de voir juste qu'il n'y avait pas de différence, en fait, dans le fait de mettre nos patients à 33 ou à 36 degrés. Donc à la suite de ça, nous, le protocole qu'on a suivi en MIR Cochin, c'était le suivant. Donc on met les patients à leur admission à 33 degrés, on fait diminuer leur température. On fait diminuer leur température pendant 24 heures, et puis au bout de 24 heures, on réaugmente progressivement leur température jusqu'à un retour à 36 degrés.
Certains patients avaient du mal à le supporter, donc on pouvait remonter à 34, 35 ou 36 degrés. Bien souvent, les patients étaient bradycardes ou avec des saignements. Et donc, on pouvait évaluer de la même manière leur température. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais à la suite de ça, il y a eu quand même l'étude Hyperion qui a été réalisée en 2019. Donc, l'étude Hyperion, contrairement à TTM, en fait, ça a été sur une cohorte de patients qui étaient en rythme non choquable. Alors que sur TTM, c'était des patients qui étaient en rythme choquable. Et donc, cette étude randomisée multicentrique française nous a permis quand même de voir que le score CPC à 1 ou 2 était nettement supérieur chez les patients qui étaient en hypothermie que sur les patients qui étaient en normothermie. Donc on a suivi, nous, les recommandations de l'ESICM et de l'ERC qui permettaient un contrôle ciblé de la température très recommandé entre 32 et 36 degrés. Donc comment? Il y a plusieurs manières de le faire, mais ça a été, avec un accord fort, dit que chez les patients traités par contrôle ciblé de la température, il faut utiliser des méthodes asservies à la température corporelle par comparaison aux méthodes non asservies dans le but d'améliorer le contrôle ciblé de la température. Donc ça dépend des services, mais il y a plusieurs manières de faire, soit par sonde vésicale thermique, par sonde œsophagienne thermique, par sonde rectale thermique ou par cathéter endovasculaire. Alors comment on va contrôler la température de nos patients et le refroidir? Alors il y a plusieurs manières de faire, ça dépend vraiment des services. Dans le service où je me trouvais avant d'être en Mire-Cochin, on utilisait le Méditerme, donc c'était un matelas qu'on mettait en fait en dessous le drap des patients, donc qui permettait de faire circuler de l'eau et donc permettre de refroidir le patient. À la Mire-Cochin, on utilise l'Arctic Sun, qui est un système de pad en fait, qu'on met au niveau du thorax des patients ainsi qu'au niveau de leurs cuisses. Donc ça recouvre 40% de la surface corporelle de nos patients et donc ça permet de diminuer la température de ces patients. On a également un écran qui nous permet de voir la température de l'eau, la température de nos patients et donc on a également une courbe en fait, qui nous permet de voir si notre patient il est plutôt tendance hypertherme ou hypotherme. Donc il y a également des effets néfastes à l'hypothermie, ça peut entraîner, donc, comme je vous disais tout à l'heure, des bradycardies, ça peut avoir une mauvaise tolérance au niveau hémodynamique, ça peut également entraîner une hypocapnie. Donc c'est pour ça que ça va être très important pour les réa où vous avez la chance d'avoir un moniteur de TCO2 en continu, de quand vous faites des gaz du sang, en fait bien regarder votre TCO2 avant de prélever votre gaz du sang, comme ça vous pourrez comparer votre TCO2 à votre BaCO2, et donc vous pourrez mettre un gradient sur votre respirateur pour le surveiller de plus près. Les effets néfastes, ça va également être les frissons, parce que les frissons, en fait, physiologiquement, on a des frissons pour essayer de réchauffer notre corps, et donc ça va être totalement contre-productif avec ce que nous, on essaye de faire dans le service. Ça peut également entraîner parfois des troubles de némostase, un risque infectieux, et donc ça va nécessiter des sédations, parce que le fait de refroidir les patients, ça va être très difficile pour eux de l'accepter, donc il va falloir les sédater. Alors pourquoi on va sédater les patients? Donc comme je vous disais, les avantages, ça va être de tolérer l'hypothermie pour nos patients. Ça va également permettre de diminuer la consommation cérébrale en oxygène, d'éviter les poussées tensionnelles et donc éviter d'avoir une hypertension intracrânienne et d'éviter également la désadaptation au respirateur. Il y a quelques inconvénients quand même aux sédations que vous connaissez sûrement. Ça va être la tolérance hémodynamique. Bien souvent, quand on met en place des sédations, on est obligé parfois de mettre de la noradrénaline et un retard d'évaluation neurologique qui va être retardé. Alors on a Marine Paul, une ancienne médecin du service qui a comparé en fait deux périodes. Donc avant on mettait nos patients sous midazolam et fentanyl à leur admission en réanimation pour arrêt cardiaque. Et donc on voit bien là sur ce graphique, donc en blanc vous allez voir le coma des patients. En bas vous allez voir le décès des patients sans réveil et en haut c'est le non-réveil des patients. Et donc on voit bien que cette période de coma là elle était quand même relativement grande comparée au nouveau traitement qu'on met en place depuis quelques années qui est le propofol rémifentanyl. Et donc ça nous permet de diminuer nettement cette période de coma-là, et ce qui nous permet d'avoir une évaluation neurologique qui est bien plus précoce par rapport à ce qu'on faisait avant. Une autre étude a été réalisée pour les frissons, parce qu'avant notre protocole c'était vraiment de sédater les patients et les curariser en systématique, et donc une étude a été faite sur une échelle des frissons, puisque notre but c'était quand même de diminuer les frissons lorsqu'on mettait en place ces curares. Et donc selon l'échelle de BSAS, en fait, ça nous permettait de mettre les curares vraiment que si besoin. Et donc on voit bien qu'en mettant les curares seulement si besoin, sur le graphique, vous pouvez voir que ça nous permettait de diminuer un petit peu les sédations qu'on administrait à nos patients. Et donc surtout, en fait, au niveau des curares, ça nous a permis de diminuer nettement la dose de curare qu'on administrait. C'est ce que vous voyez sur le deuxième graphique. Et donc en parallèle, ils ont également réalisé une étude sur le taux de pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Et donc on voit bien que quand on mettait les curares en systématique, ça entraînait 45% de PAVM, contre seulement 13% quand les curares sont mis seulement en systématique. Donc il y a quand même un net changement.
Voilà, je vais vous présenter maintenant le protocole qu'on utilise dans notre service. Donc maintenant qu'on est passé sous propofol rémifentanil, c'est un protocole qui nous permet d'être très libre en fait au niveau infirmier, puisque selon le poids du patient, ça nous permet d'introduire le propofol et le rémifentanil à une certaine dose. Et en fait, en fonction du RAS et du BPS de notre patient, ça nous permet d'augmenter par palier toutes les 15 minutes. Une fois qu'on considère que notre patient il est RAS-5, BPS 3, eh ben, on va surveiller seulement toutes les 3 heures, mais au départ, c'est vraiment toutes les 15 minutes pour que notre patient soit bien sédaté. Et donc, on s'est posé cette question-là de est-ce qu'il ne faudrait pas seulement empêcher en fait, la fièvre de nos patients? Parce qu'on a vu que ce soit à 33 ou à 36 degrés, il n'y avait pas forcément de changement pour notre patient. Donc, il y a eu l'étude TTM2 qui a été réalisée. Donc, c'est une étude de très grande ampleur, puisque ça comprenait 1900 patients. Et donc, l'étude TTM2, c'était de comparer en fait, les patients à 33 degrés ou juste essayer d'empêcher l'hyperthermie de nos patients. Et donc, on a évalué la mortalité à 6 mois, ainsi que leur état neurologique, et enfin leur pronostic neurocognitif à 24 mois. Donc ça, c'est peut-être une étude à laquelle vous avez participé également. Et donc, malheureusement, je n'ai pas les résultats à vous apporter, puisqu'en fait, les résultats vont sortir seulement le 16 juin. Donc, on est toujours en attente de ces résultats de TTM2, mais je vous invite à surveiller de très très près les réseaux, puisque probablement que la SRLF ressortira des recommandations, publiera des recommandations à la suite de cela. Donc pour conclure, je vais vous présenter donc, les messages clés de mon topo. Donc il faut savoir que le cerveau, c'est quand même un organe cible des arrêts cardio-respiratoires et qu'il faut vraiment le préserver. Donc il y a une importance du contrôle de la température. Donc le but primaire, ça va être vraiment d'empêcher la fièvre. On se pose toujours la question de est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment avoir une hypothermie pour nos patients? Et donc s'il y a besoin d'avoir une hypothermie, il faut bien maîtriser la technique que vous allez employer et surtout bien surveiller les effets secondaires. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.